J'étais en train de terminer une réunion qui s'était prolongée quand mon portable a vibré. C'était le numéro du collège Saint-Michel. Étrange. Mon cœur s'est emballé tandis que je répondais, et le ton glacial de la secrétaire n'a fait qu'aggraver la situation. « Monsieur Dubois, il faut que vous veniez. C'est à propos de votre fils Léo. Il est impliqué dans un incident. » Le trajet jusqu'à l'école fut un enchaînement flou de phares et de scénarios catastrophes qui défilaient dans ma tête. J'arrivais au collège en moins de 20 minutes, en sueur malgré la climatisation de ma Clio. Le parking était presque vide à 7 heures de l'après-midi. Quelques voitures de professeurs et le minibus scolaire garé à sa place habituelle. La grille était déjà fermée, mais Monsieur Gérard, le concierge qui saluait toujours Léo avec un sourire, me laissa entrer avec une expression si préoccupée qu'elle ne fit qu'accroître mon anxiété. « Bureau du principal, monsieur. Dubois. Premier étage à droite. » Je n'étais jamais entré dans ce bureau. Les réunions parents-professeurs avaient toujours lieu dans l'amphithéâtre ou dans les salles de classe. Je montais les escaliers 4 à 4, passant devant des panneaux d'affichage avec des travaux d'élèves. Je reconnus un dessin de Léo du dernier projet de SVT, un système solaire coloré avec toutes les planètes dans un ordre parfait. Mon fils a toujours été méticuleux. Le principal, monsieur Lemoine, m'accueillit avec cette expression aux lèvres pincées que j'associais déjà aux mauvaises nouvelles administratives. C'était le même regard que mon banquier m'adressait quand je tentais de négocier les taux abusifs de mon prêt immobilier. « Votre fils a agressé un autre élève », dit-il sans préambule. « Nous n'avons pas d'autre choix que l'exclusion. » Je restais pétrifié. Léo, mon Léo, il avait toujours été sensible, réservé, et ne haussait même jamais la voix à la maison. C'était le garçon qui avait pleuré pendant une semaine quand notre chien Caramel était tombé malade. Le garçon qui mettait de côté une partie de son argent de poche pour acheter un cadeau à son professeur pour la fête des écoles. « Il doit y avoir une erreur », parvins-je enfin à balbutier. Léo n'est pas violent. M. Le moine ajusta sa cravate bleu marine et poussa un document, dans ma direction. Une notification d'exclusion déjà imprimée avec le nom complet de Léo. La date du jour. Tout était déjà décidé. Le règlement du collège Saint-Michel est clair, monsieur Dubois. Tolérance zéro pour la violence. Votre fils a cassé le nez de Victor Leroy pendant la récréation. Nous avons des témoins. Le père de Victor a déjà été prévenu et envisage de porter plainte au commissariat. Le commissariat? Mon fils de 14 ans au commissariat? Quelque chose n'allait pas du tout. Je demandai à parler à Léo, et, après une certaine insistance, le principal acquiesça. Une surveillante amena mon fils. Quand Léo entra dans la pièce, je reconnus à peine mon garçon. Toujours si soigné, avec son uniforme impeccable, la fierté de sa mère qui n'était plus là pour le voir grandir. Maintenant, il était débraillé, la chemise hors du pantalon, les yeux rouges et gonflés. Ses mains tremblaient. Il s'assit sur la chaise à côté de moi sans pouvoir me regarder en face. « Mon fils, que s'est-il passé ?» demandai-je, en essayant de contrôler le tremblement dans ma propre voix. « Ce n'est pas moi qui ai commencé, papa, tu dois me croire. » Il répétait cela comme un mantra, les yeux fixés au sol. « Je te le jure sur la mémoire de maman, ce n'est pas moi qui ai commencé. » Quand il mentionna Sophie, je sentis ma poitrine se serrer. Léo n'invoquait jamais la mémoire de sa mère en vain, pas depuis qu'elle nous avait quittés il y a 3 ans, victime d'un cancer qui ne lui avait laissé aucune chance. « Je veux voir les enregistrements », exigeai-je en me tournant vers le principal. M. Le moine croisa les bras. Le collège ne montre pas les enregistrements aux parents. C'est une question de politique interne pour protéger la vie privée des élèves. Cela sonnait faux, profondément faux. Si mon fils était coupable, pourquoi ne pas montrer la preuve? Qu'y avait-il à cacher? Alors comment puis-je savoir ce qui s'est réellement passé? Votre fils a déjà avoué, monsieur Dubois, répondit le principal en désignant une feuille de papier. Voici son rapport. Léo leva le visage confus. Je n'ai rien avoué. J'ai seulement dit que je me suis défendu quand Victor a essayé de me frapper. Le principal ignora sa protestation. La décision est déjà prise. Léo est exclu à compter d'aujourd'hui. Il peut revenir demain chercher ses affaires accompagné par vous.
Tous les documents pour son transfert seront prêts dans 3 jours ouvrés. 3 jours ouvrés. Comme si nous parlions d'un colis, de la poste, et non de l'avenir de mon fils. Léo se mit à pleurer silencieusement à côté de moi. Ce n'étaient pas des larmes de culpabilité. Je connaissais trop bien mon fils pour voir la différence. C'était le cri de celui qui sait que la vérité ne sera pas entendue. Nous quittâmes le collège en silence. Sur le parking, Léo parla enfin. « Papa, Victor me menace depuis des semaines. Aujourd'hui, il m'a coincé dans le couloir près du labo de chimie. Il a dit que j'étais un intello frimeur et qu'il allait me donner une leçon. Quand j'ai essayé de passer, il m'a poussé contre les casiers. J'ai essayé de partir. Je te jure que j'ai essayé, mais il m'a suivi, en disant des choses sur maman. » Sa voix se brisa. Je me suis seulement défendu quand il s'est jeté sur moi. Il y avait des gens qui ont tout vu, papa. Je serrais mon fils dans mes bras, là, sur le parking, presque vide. Je sentis sa maigreur, sa fragilité. Léo était un garçon grand pour son âge, mais mince comme je l'étais à l'adolescence. Il ne faisait pas le poids face à Victor Leroy, que je connaissais de vue. Un garçon costaud, fils d'un entrepreneur local, toujours entouré d'amis. Ce soir-là, Léo toucha à peine à son dîner. J'avais préparé ses pâtes carbonara, préférées, mais il ne fit que pousser la nourriture dans son assiette. Avant d'aller dans sa chambre, il me regarda avec ses yeux si semblables à ceux de sa mère. « Tu me crois, papa ? Je te crois, mon fils, et nous allons prouver que tu dis la vérité. » En rangeant la cuisine, je pris une décision. Je n'allais pas accepter cette situation. Quelque chose n'allait pas. La précipitation de l'exclusion, le refus de montrer les enregistrements, le témoignage que Léo niait avoir donné, mon instinct de père me hurlait qu'il y avait plus dans cette histoire. Après que Léo se fut endormi, je m'assis dans le salon avec une bière, fixant la photo de Sophie sur l'étagère. Je lui avais promis, dans ces derniers jours, que je prendrais soin de notre fils de toutes mes forces. « Je tiendrai ma promesse, Sophie », murmurai-je à son portrait. « Je ne les laisserai pas faire ça à notre garçon. » Je me suis couché, tard, la tête bouillonnant de plans. Demain, je commencerai à lutter contre cette injustice. Léo le méritait, et je n'aurai pas de repos avant de découvrir ce qui s'était réellement passé dans ce couloir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant que le réveil ne sonne. J'avais mal dormi, me retournant dans mon lit, en essayant d'élaborer un plan. Léo était déjà debout quand je suis entré dans la cuisine. Assis à table avec une tasse de lait intacte, il regardait fixement dans le vide. « On va chercher tes affaires, et ensuite je te dépose chez mamie Hélène, » dis-je, en préparant un café fort. « J'ai des choses à régler. Je ne retournerai plus à Saint-Michel, c'est ça ?» Sa voix était faible, presque un murmure. « Je ne sais pas, mon fils, mais je vais découvrir ce qui s'est vraiment passé. » J'ai appelé mon chef à l'entreprise de BTP où je travaille comme ingénieur civil et j'ai demandé ma journée. Philippe a compris la situation. Il avait aussi des adolescents et connaissait les défis. Ensuite, j'ai téléphoné à l'aide sociale à l'enfance et j'ai pris rendez-vous. L'assistante m'a expliqué qu'il serait difficile d'annuler une exclusion sans preuve concrète, mais m'a conseillé de demander officiellement les enregistrements. Quand nous sommes arrivés au collège, Léo a été accompagné par une surveillante pour vider son casier pendant que je me dirigeais à nouveau vers le bureau du principal. Cette fois, j'ai été reçu par la directrice adjointe, Madame Duval, une femme d'une 50aine d'années à l'air fatigué et aux lunettes à monture rouge. « Monsieur Dubois, je comprends votre frustration, mais le règlement de l'école est clair », expliqua-t-elle en feuilletant un manuel relié. « Les images du circuit interne ne peuvent être divulguées que sur ordonnance du tribunal ou sur réquisition de la police. »« Alors je vais obtenir une ordonnance du tribunal, » répondis-je, déterminé. « Et je veux une copie du procès-verbal que vous avez dressé sur l'incident. » Madame Duval hésita. « En fait, nous n'avons pas déposé de plainte. Nous préférons régler cela en interne. Moins d'exposition pour les mineurs impliqués. » Cela n'avait aucun sens. Si l'agression avait été si grave au point de justifier une exclusion immédiate, pourquoi n'y avait-il pas de traces officielles? Quelque chose ne collait décidément pas.
Après avoir déposé Léo chez ma mère à Vincennes, j'ai conduit jusqu'à l'académie de Créteil. J'ai affronté 2 heures de bouchon sur le périphérique pour arriver. Là, j'ai ouvert un dossier pour demander les enregistrements, mais on m'a informé que la procédure pourrait prendre des semaines. Les voies hiérarchiques, ont-ils dit? Des tactiques bureaucratiques pour gagner du temps. Je suis rentré chez moi frustré, mais pas vaincu. Pendant que je réchauffais le plat que ma mère m'avait préparé, je me suis souvenu de quelque chose d'important. Mathis, le fils de Pierre, mon voisin, il était dans la même classe que Léo. Peut-être qu'il savait quelque chose. Pierre est technicien en informatique, un type réservé qui vit seul dans l'appartement d'à côté depuis sa séparation. Nous échangions rarement plus que des banalités, mais il avait toujours été cordial. J'ai pris une grande inspiration et j'ai frappé à sa porte. « Désolé de te déranger, Pierre, mais j'ai besoin de ton aide », ai-je expliqué pendant qu'il m'écoutait attentivement. « Ton fils a-t-il parlé de ce qui s'est passé hier ?» Mathis a mentionné une bagarre, oui. Il a dit que c'était injuste pour ton fils. Pierre se gratta la barbe naissante. Mais il y a plus. Mon fils a une montre connectée que son grand-père lui a offerte. Tu sais comment sont les adolescents, il enregistre toujours tout pour le poster plus tard. Peut-être qu'il a filmé quelque chose. Mon cœur s'accéléra. Serait-il possible de voir ces enregistrements? Je l'appelle tout de suite. Il est chez sa mère aujourd'hui. 30 minutes plus tard, Pierre me rappela. Mathis avait envoyé un fichier, vidéo. Ce n'est pas grand-chose, mais il a filmé un bout, expliqua Pierre en connectant son téléphone à la télévision du salon. Les images étaient granuleuses, typiques des enregistrements faits à la hâte avec un portable. Elles montraient un couloir du collège, près des laboratoires. Je reconnus Léo adossé au casier métallique, des livres dans les bras. Un garçon plus grand, Victor, s'approcha, le poussant violemment contre les casiers. Les livres tombèrent. Léo tenta de s'éloigner, mais Victor le suivit, disant quelque chose qu'on ne pouvait pas entendre clairement. « Lâche, ta mère est morte parce qu'elle ne supportait pas d'avoir un fils aussi mauviette que toi. » Ces mots, je les ai entendus parfaitement. Mes poings se serrèrent involontairement. Victor avait touché la blessure la plus douloureuse de Léo. Sur la vidéo, mon fils tenta de passer, mais l'autre garçon lui barra le chemin. Ce n'est que lorsque Victor s'avança, essayant d'attraper le col de sa chemise, que Léo réagit. Un unique coup, défensif, qui atteignit le nez de l'agresseur. Mais ce qui me glaça le sang ne fut pas la bagarre en elle-même. Ce fut, qui passa en arrière-plan, Monsieur Lemoine. Le principal vit tout, s'arrêta quelques secondes en observant, puis continua son chemin, tournant au coin du couloir sans intervenir. « Mon Dieu !» murmurai-je. « Il a vu. Le principal a vu que Léo se défendait. »« Et ce n'est pas tout, » dit Pierre, en mettant la vidéo sur pause. « Regarde qui est au bout du couloir. » Il désigna une silhouette partiellement visible. « Ce n'est pas la surveillante, Jeanne. Elle était là aussi. » C'était vrai. Au moins 2 membres de l'administration de l'école avaient été témoins que Léo n'avait pas commencé la bagarre. Et pourtant, il fut blâmé et expulsé sans droit à la défense. « Pierre, ça te dérangerait si j'utilisais cette vidéo? Fais-toi plaisir. Mathis serait heureux d'aider Léo. Il a toujours dit que ton fils est l'un des rares à ne jamais tomber dans les provocations des brutes. » Je le remerciai et retournai à mon appartement avec une copie du fichier. La colère se mêlait à la confusion. Pourquoi mentir? Pourquoi Monsieur Lemoine expulserait-il un élève qui se défendait clairement? Et pourquoi tant de hâte à étouffer l'affaire? Je décidai de chercher plus d'informations sur le principal. Une recherche rapide sur Internet révéla qu'il était en poste depuis seulement 8 mois, venant d'un collège privé de Nice. Je trouvai une photo de lui recevant un prix pour l'excellence en gestion scolaire. Apparemment, Saint-Michel avait amélioré ses taux de réussite depuis son arrivée. Je continuai mes recherches. Dans un groupe Facebook de parents d'élèves, je trouvai des commentaires élogieux sur la nouvelle administration, mais aussi quelques plaintes. Une mère se plaignait que son fils avait été transféré de force après des problèmes disciplinaires mineurs. Un autre père s'interrogeait sur le nombre croissant de suspensions et de transferts. Un schéma se dessinait. Monsieur Lemoine semblait nettoyer l'école des élèves à problème pour améliorer les statistiques. Mais Léo ne correspondait
Pas à ce profil, c'était un bon élève, il n'avait jamais été impliqué dans des histoires auparavant. Alors pourquoi? J'appelai Léo chez ma mère. Il répondit à la 3e sonnerie, la voix encore étranglée. Mon fils, j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. S'est-il passé quelque chose entre toi et le principal avant tout ça? Un désaccord, quelque chose que tu aurais vu ou entendu? Il y eut un long silence. Quand Léo parla enfin, sa voix était basse, comme s'il craignait d'être entendu. Il y a un truc, papa. La semaine dernière, après l'entraînement de basket, je suis retourné chercher mon sac dans les vestiaires. J'ai entendu des cris sur le parking des profs. C'était Monsieur Lemoine qui se disputait avec quelqu'un. Je crois que c'était Thomas de 3e. Et que s'est-il passé? Le principal était très en colère. Il parlait de conséquences et de en savoir trop. Je n'ai pas tout entendu, mais il hésita. Je crois que j'ai vu le principal pousser Thomas contre une voiture. C'était rapide et je me suis caché pour qu'il ne me voie pas. Le lendemain, Thomas n'est pas venu en cours. Et puis on a appris qu'il avait été transféré dans un autre collège. Les pièces commençaient à s'emboîter. Léo avait été témoin de quelque chose de compromettant. Peut-être en avait-il parlé à quelqu'un ou le principal l'avait-il simplement vu observer. Quoi qu'il en soit, Lemoine voulait mon fils hors de l'école avant que des questions ne soient posées. Tu as raconté ça à quelqu'un, mon fils? Juste à Lucas, mon meilleur ami. Mais je te jure qu'on n'a rien dit. J'ai eu peur. Et à juste titre. Maintenant, je savais que ce n'était pas seulement une question de défendre Léo. Il y avait quelque chose de pourri dans cette école. Quelque chose que le principal voulait cacher à tout prix. La bagarre provoquée par Victor n'était que l'excuse parfaite pour se débarrasser d'un témoin gênant. J'ai de nouveau mal dormi, mais cette fois avec un plan bien établi. Le lendemain matin, j'ai laissé un message sur le répondeur de mon avocat, Maître Durand, un vieil ami de fac qui m'avait aidé pour la succession après le décès de Sophie. Puis, je me suis préparé pour la confrontation qui ne pouvait plus être reportée. Il était temps de retourner au collège Saint-Michel, mais cette fois j'avais un atout. La vérité enregistrée qu'ils avaient essayé de cacher. J'arrivais au collège Saint-Michel à 9h du matin. La journée était ensoleillée, mais la chaleur de février à Paris rendait l'air lourd. Je garais ma voiture à la même place où j'avais consolé Léo 2 jours plus tôt. Le bâtiment jaune de 3 étages, qui m'avait toujours semblé accueillant, avait maintenant des allures de forteresse. Une forteresse qui cachait des secrets. M. Gérard me reconnut à l'entrée, mais cette fois je dus m'identifier formellement. Le principal ne reçoit pas sans rendez-vous, expliqua-t-il, embarrassé. Dites-lui que j'ai des informations sur le cas de mon fils et que s'il ne me reçoit pas maintenant, mon prochain arrêt sera la brigade de protection des mineurs. Le concierge hésita mais passa l'appel. Quelques minutes plus tard, j'étais autorisé à monter. En chemin vers le bureau du principal, j'observais les élèves changer de salle. Certains me regardèrent avec curiosité. Peut-être savaient-ils déjà que j'étais le père du garçon exclu. Je me demandais combien d'entre eux subissaient des intimidations comme Léo, combien avaient peur de parler. M. Lemoine me reçut avec la même froideur professionnelle qu'auparavant. Assis derrière son bureau en acajou, il paraissait plus petit, aujourd'hui moins intimidant. Il savait que je ne venais pas seulement en père vaincu. Monsieur Dubois, nous avons déjà discuté de ce sujet. La décision est définitive. Sa voix était monocorde, répétée. J'ai quelque chose à vous montrer. Je sortis ma tablette de ma sacoche et la posai sur la table. Je pense que vous voudrez voir ceci avant de répéter que la décision est définitive. Je lançai la vidéo que Pierre m'avait fournie. J'observais attentivement les réactions du principal pendant qu'il regardait. Son visage resta impassible, mais ses mains, posées sur la table, se crispèrent visiblement. Les jointures de ses doigts blanchirent lorsque l'enregistrement le montra lui-même passant dans le couloir, témoin du début de l'agression contre Léo et continuant son chemin sans intervenir. Cette vidéo ne montre pas le contexte complet, dit-il finalement, éteignant la tablette d'un geste brusque. Votre fils a un historique de... Il n'a aucun historique, l'interrompis-je. Et vous avez assisté à la bagarre et êtes parti. C'est ce que cette vidéo montre. M. Le moine ajusta sa cravate, un tic nerveux que j'avais déjà remarqué.
Monsieur Dubois, je comprends votre frustration de père, mais cet enregistrement a été obtenu illégalement. Filmé à l'intérieur de l'école sans autorisation est contraire au règlement. Il n'a aucune valeur comme preuve. Pour l'aide sociale à l'enfance et pour la presse, il aura une valeur suffisante, rétorquai-je. Tout comme pour les autres parents quand ils sauront que le principal permet que des élèves soient agressés sous son nez. Pour la première fois, je vis une lueur d'inquiétude sincère dans ses yeux. Il demanda un moment et sortit de la pièce. Quand il revint, 10 minutes plus tard, il n'était pas seul. Une femme en tailleur gris et à l'expression austère l'accompagnait. « Voici Maître Morin, la conseillère juridique du collège », présenta Lemoine, reprenant sa posture assurée. L'avocate s'assit à côté du principal, posant un dossier sur la table. « Monsieur Dubois, nous avons analysé la situation et, en considération du dossier scolaire de Léo, nous sommes disposés à reconsidérer l'exclusion. » Je souris intérieurement. Il reculait, la vidéo avait fait son effet. « Nous pouvons convertir la mesure en une suspension d'1 semaine, suivie d'une période probatoire. » Continua-t-elle. « En échange, vous acceptez de ne divulguer aucun enregistrement ou allégation sur l'incident. Pour protéger tous les mineurs impliqués, bien sûr. » C'était une proposition tentante. Léo pourrait retourner au collège, son dossier resterait vierge. Mais quelque chose ne sonnait pas juste. Pourquoi tant d'efforts pour me faire taire s'il n'y avait rien à cacher? « Et qu'en est-il de Victor ?» demandai-je. « Sera-t-il aussi puni pour avoir commencé l'agression ?» Le moine et l'avocate échangèrent un regard rapide. « Le cas de l'élève Victor est traité séparément, » répondit-elle. « Confidentialité, vous comprenez? » Non, je ne comprenais pas. Ou plutôt, je comprenais parfaitement. Victor ne subirait aucune conséquence. Fils d'un entrepreneur influent, généreux donateur pour le fonds de modernisation du laboratoire d'informatique, selon une plaque que j'avais vue dans le couloir. « J'ai besoin de réfléchir à la proposition, répondis-je finalement, et d'en parler avec mon fils. » Naturellement, acquiesça l'avocate en me tendant une carte de visite. Mais nous aimerions résoudre cela au plus vite, pour le bien de tous. Je quittais le collège avec des sentiments contradictoires. D'un côté, j'avais obtenu ce que j'étais venu chercher, la réadmission de Léo. De l'autre, j'étais de plus en plus convaincu qu'il se passait quelque chose de très anormal. Là-bas. Pourquoi tant de hâte à étouffer l'affaire? Pourquoi mentir sur ce qui s'était passé? Et surtout, pourquoi le principal avait-il délibérément ignoré l'agression contre mon fils? En sortant, je m'arrêtai pour acheter une bouteille d'eau dans une boulangerie voisine. En attendant la monnaie, mon portable vibra. C'était une notification de l'application de communication du collège. Il n'avait pas encore désactivé mon accès. J'ouvris le message et fus intrigué. C'était un message anonyme, sans expéditeur identifiable. Vérifiez les enregistrements de la salle B12 d'il y a 2 semaines. Aucun nom, aucune explication supplémentaire. Qui aurait pu envoyer ça? Un professeur, un employé, quelqu'un qui savait qu'il y avait plus dans cette histoire qu'une simple bagarre d'adolescents. Le problème, c'est que je n'avais pas accès aux caméras internes. J'aurais besoin d'aide. Je me souvins que Pierre, mon voisin, avait mentionné qu'il avait des contacts dans le service informatique de la mairie. Il effectuait souvent des prestations en tant que sous-traitant pour les écoles municipales. Peut-être pourrait-il m'aider. Je conduisis jusqu'à la maison de ma mère pour parler à Léo. Il aidait mamie Hélène à organiser sa collection de vieilles photos, une activité qui l'avait toujours calmé depuis son enfance. Ils ont proposé de te laisser revenir, expliquai-je alors que nous marchions dans le petit jardin à l'arrière. Suspension d'1 semaine et ensuite période probatoire. Léo s'arrêta de marcher. Sérieux? Et tu as accepté? Pas encore. Je voulais savoir ce que tu en penses. Mon fils resta silencieux quelques instants, contemplant les rosiers que ma mère cultivait avec tant de soin. J'ai peur de revenir, papa, avoua-t-il finalement. Mais j'ai aussi peur d'aller dans une nouvelle école où je ne connais personne. Je le serrai dans mes bras. À ce moment, je ressentis toute l'injustice de la situation. Léo n'était qu'un garçon essayant de suivre son chemin, d'étudier, d'honorer la mémoire de sa mère. Et maintenant, il était entraîné dans une situation qui le dépassait. On va attendre encore un peu avant de décider, dis-je. Il y a quelque chose que je dois découvrir d'abord. Le soir, après avoir laissé Léo avec ma mère,
Je retrouvais Pierre dans un bar près de notre immeuble. Le bistrot du coin était presque vide un mardi, parfait pour une conversation discrète. « Tu veux accéder aux enregistrements de sécurité d'une école publique ?» siffla doucement Pierre en prenant une gorgée de sa bière. « C'est compliqué, Jean. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais c'est pour prouver l'innocence de mon fils, expliquai-je. Quelqu'un de l'intérieur de l'école m'a donné cette piste. Ça doit être important. » Pierre se gratta la barbe, pensif. « Je connais un gars qui travaille dans l'entreprise sous-traitante qui gère le système de surveillance de plusieurs écoles, y compris Saint-Michel. Peut-être qu'il peut jeter un œil aux sauvegardes. Sans promesse. » 2 jours plus tard, Pierre m'appela à son appartement. Il était nerveux, regardant constamment la porte comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un entre à tout moment. « J'ai réussi, mais ce n'était pas facile, » dit-il en connectant une clé USB à son ordinateur portable. « Marc a dit qu'il risque son emploi. Je ne peux pas lui redemander ça. » Dans le fichier se trouvait la sauvegarde des enregistrements de la salle B12, datée de 2 semaines auparavant. La salle de mathématiques, selon l'identification. La vidéo montrait un cours normal se terminant, les élèves sortant puis la pièce vide. J'étais sur le point de demander si c'était le bon fichier quand je remarquai un mouvement. Monsieur Lemoine entra dans la salle, suivi d'un élève que je reconnus des photos de l'équipe de basket sur le panneau d'affichage de l'école. Thomas, le garçon que Léo avait mentionné. Ils discutaient, mais sans audio, il était impossible de savoir de quoi. Le principal semblait agité, gesticulant en parlant. Le garçon secouait la tête à plusieurs reprises. Soudain, Lemoine attrapa Thomas par le bras. L'élève tenta de se dégager, mais le principal le plaqua contre le mur. Je pouvais voir l'expression terrifiée de l'adolescent. Après quelques instants, le garçon acquiesça, vaincu. Lemoine le lâcha et lui tendit quelque chose, une petite enveloppe. Thomas la mit dans sa poche et sortit précipitamment. « Mon Dieu, il a menacé le garçon !» murmurai-je, choqué. « Et le pot de vin est évident. » « Il y a plus, » dit Pierre en avançant la vidéo. « Regarde qui entre après. » L'image montrait le principal toujours dans la salle, ajustant sa cravate. Ce tic nerveux encore. Puis la porte s'ouvrit et Victor, le garçon qui avait agressé Léo, entra. Ils discutèrent brièvement, et Lemoine lui tendit une autre enveloppe similaire. Victor sourit, acquiesça, et sortit. Il a tout manigancé, en conclus-je, ressentant un mélange de nausée et de colère. Il a utilisé Victor pour provoquer Léo. C'était un coup monté depuis le début. Pierre mit la vidéo sur pause. « Tu vas porter ça à la police ?» Je considérai la question quelques instants. Pas encore. J'ai besoin de mieux comprendre ce qui se passe. Pourquoi monter un coup pour expulser précisément Léo? Et qu'est-ce que Thomas avait vu ou savait qui était si dangereux? Cette nuit-là, j'ai épluché l'historique récent du collège. J'ai découvert que depuis que M. Lemoine avait pris la direction, il y avait eu une augmentation significative des transferts volontaires et des exclusions. La plupart des cas concernèrent des élèves, avec un historique disciplinaire, ou des notes inférieures à la moyenne. Le collège était monté dans le classement académique et le principal avait gagné en notoriété à l'académie en tant que gestionnaire de résultats. Léo ne correspondait pas au profil des autres exclus. Il avait de bonnes notes, un comportement exemplaire. La seule explication plausible était qu'il avait été témoin de quelque chose qu'il n'aurait pas dû. L'incident avec Thomas sur le parking. Quelque chose qui pourrait ternir la réputation immaculée que Lemoine était en train de construire. J'avais maintenant 2 enregistrements compromettants, un montrant que Léo avait agi en légitime défense et que le principal avait tout vu sans intervenir. Un autre révélant que Lemoine intimidait des élèves et apparemment en soudoyait d'autres pour faire son sale boulot. Alors que j'essayais de dormir, une question me tourmentait. Que faire de ces informations? Accepter la proposition et laisser Léo revenir en faisant comme si de rien n'était? Ou affronter le système, exposer la vérité et risquer des représailles? Cette nuit-là, j'ai rêvé de Sophie. Dans le rêve, elle tenait une photo de Léo et me disait « Fais ce qui est juste, Jean, pas ce qui est facile. » Je me suis réveillé avec ma décision prise. Il était temps de mettre fin à ce système, non seulement pour Léo, mais pour tous les autres élèves qui pourraient devenir victimes du système corrompu de M. Lemoine. Cet après-midi-là, je suis allé chercher Léo chez ma mère.
Il semblait plus enjoué après 2 jours sous les soins de mamie Hélène et ses histoires sur l'époque où elle enseignait le français à l'école municipale du quartier. Sur le chemin du retour, je lui ai parlé de la proposition du collège. Ils veulent que tu reviennes après une suspension d'1 semaine, ai-je expliqué en manœuvrant la voiture pour sortir du garage étroit. Et pour Victor ? Demanda Léo en ajustant sa ceinture de sécurité. D'après ce que j'ai compris, il ne lui arrivera rien. Léo resta silencieux quelques secondes, observant la circulation sur le boulevard depuis la fenêtre. Le ciel de Paris était chargé, menaçant de pleuvoir. « Ce n'est pas juste », murmura-t-il finalement. « Non, ce n'est pas juste », acquiesçai-je. « C'est pour ça que je n'ai pas encore accepté la proposition. Il se passe quelque chose de très anormal dans ce collège, mon fils. Et je pense que tu t'es retrouvé impliqué sans le vouloir. » Quand nous sommes arrivés à notre appartement dans le 11e arrondissement, nous avons trouvé une enveloppe blanche sans identification qui avait été glissée sous la porte. À l'intérieur, une clé USB et un mot manuscrit. Plus de preuves. Faites attention à qui vous faites confiance. Léo me regarda avec des yeux écarquillés. Qui a envoyé ça, papa? Je ne sais pas. Mais on va le découvrir. Je connectai la clé USB à l'ordinateur portable avec précaution, craignant un virus. Nous n'avons trouvé qu'un fichier audio et un dossier avec des documents scannés. J'ai d'abord lancé l'audio. C'était un enregistrement de mauvaise qualité, clairement fait avec un portable caché. Je reconnus la voix de Monsieur Lemoine parlant, avec quelqu'un. Le problème, c'est que nous sommes sous pression de l'académie. Soit nous améliorons les indicateurs, soit nous perdons des subventions. Les élèves en difficulté ou avec des problèmes disciplinaires tirent nos statistiques vers le bas. Une voix féminine répondit. Cela semblait être Madame Duval, la directrice adjointe. Mais expulser des élèves n'est pas la solution, Fernando. Nous devons investir dans le soutien scolaire, l'aide pédagogique. Nous n'avons ni le temps ni l'argent pour ça, interrompit le moine. La méthode la plus rapide est de faire le ménage. Les éléments perturbateurs vont dans des écoles moins exigeantes et nos chiffres montent. Tout le monde y gagne. Et quand l'académie le découvrira? Elle ne le découvrira pas si nous restons dans les règles. Chaque exclusion doit avoir une justification technique. C'est là que nous avons besoin de votre coopération, Hélène. L'audio se terminait là. J'ouvris ensuite les documents scannés. C'étaient des rapports internes du collège. Des statistiques de performance avant et après l'arrivée de Lemoine, des listes d'élèves transférés ou exclus au cours des 6 derniers mois, et, le plus choquant, des notes de service, internes demandant au coordinateur d'identifier les élèves ayant un potentiel de transfert obligatoire. C'est un système pour améliorer artificiellement les résultats du collège, expliquai-je à Léo, qui suivait tout assis, à côté de moi. Ils expulsent les élèves avec de mauvaises notes ou des problèmes de discipline pour gonfler les statistiques. Mais je n'ai pas de mauvaises notes ni de problèmes de comportement, argumenta Léo. Exactement. Tu ne corresponds pas au profil. Ce qui signifie que ton exclusion a une autre raison. Je me souviens de ce que Léo avait raconté sur l'incident du parking. Tu as peut-être vu quelque chose qu'il ne voulait pas que l'on découvre. Pendant que nous analysions les documents, j'ai reçu un message de Pierre. Il avait de nouveau parlé à son contact du service informatique, qui lui avait révélé quelque chose de troublant. Quelqu'un avait demandé la suppression de tous les enregistrements de la semaine précédente du système de sécurité du collège. Une procédure complètement hors protocole. Ils effacent les preuves, murmurai-je pour moi-même. Léo, qui était allé se préparer un sandwich dans la cuisine, revint avec une expression inquiète. « Papa, je me souviens d'un truc. Le jour où j'ai vu le principal se disputer avec Thomas sur le parking, il y avait quelqu'un d'autre. » « Qui ? » ?»« Je ne suis pas sûr. Il faisait sombre. Mais ça ressemblait au père de Victor, cet entrepreneur qui vient toujours aux fêtes de l'école. Thomas était en train de leur donner quelque chose quand le principal a commencé à crier sur lui. Le père de Victor, Arnaud Leroy, propriétaire de l'entreprise de construction Leroy & Fils, l'une des plus grandes de la région parisienne, le même qui avait fait don du nouveau laboratoire,
d'informatique au collège. Les pièces commençaient à s'assembler, mais il manquait encore quelque chose. Cette nuit-là, après que Léo se fut endormi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu avec prudence. « Monsieur Dubois ?» C'était une voix féminine parlant bas. « C'est Jeanne, la surveillante de Saint-Michel. Je ne peux pas parler longtemps. Je risque mon poste. C'est vous qui avez envoyé le message anonyme et la clé USB. » Oui. Je ne supporte plus de voir ce qui se passe. Votre fils n'est pas le premier à être victime d'une injustice de la part du principal. Pourquoi m'aidez-vous? Parce que j'ai une fille de l'âge de Léo, et parce que j'ai travaillé 20 ans dans cette école voyant des générations d'élèves passer. Ce que Monsieur Lemoine fait, ce n'est pas de l'éducation, c'est un crime. Elle expliqua qu'il y avait plus dans les enregistrements de la salle B12. Ce n'était pas la seule réunion du principal avec Victor. Ils ont un accord. Le garçon aide à nettoyer l'école en intimidant certains élèves jusqu'à provoquer une réaction. Ensuite, Lemoine utilise l'incident comme prétexte pour l'exclusion. Pourquoi le père de Victor est-il impliqué là-dedans? Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. Leroy & Fils a remporté l'appel d'offres pour la rénovation du gymnase. 5 millions d'euros. Un appel d'offres que beaucoup disent avoir été truqué. Le principal fait partie de la commission d'infrastructure de l'académie. Corruption, c'est de cela qu'il s'agissait. Un système qui dépassait les murs de l'école. Et Thomas, qu'a-t-il vu? Des documents. Il aidait au secrétariat comme bénévole et a trouvé des justificatifs de paiement surfacturés. Quand il a confronté le principal, il a été menacé puis soudoyé. Mais le garçon avait peur et a fini par en parler à quelques camarades, y compris votre fils. Je remerciai Jeanne pour l'information et promis de protéger son identité. Avant de raccrocher, elle ajouta « Il y a une réunion du conseil d'administration demain soir. Lemoine va présenter les excellents résultats de sa première année de gestion. Ce serait un bon moment pour présenter ce que vous avez découvert. » J'ai à peine réussi à dormir. J'ai passé la nuit à organiser les preuves, les vidéos, les documents, l'enregistrement audio. Le matin, j'ai appelé mon avocat, Maître Durand, et je lui ai tout envoyé. « C'est grave, Jean, » dit-il après avoir analysé le matériel. « Ce n'est pas seulement une question administrative. Il y a des indices de crime ici. Coercition, corruption, faux et usage de faux. Vous devriez porter cela au procureur de la République. » Je le ferai. Mais d'abord, je veux les confronter à la réunion du conseil. Je veux voir leur tête quand les masques tomberont. « Attention », prévint Durand. Les gens avec ce genre de pouvoir ne tombent généralement pas sans se battre. Dans l'après-midi, j'ai reçu un autre message anonyme sur l'application du collège. Cette fois, c'était une photographie. Elle montrait Monsieur Lemoine et Arnaud Leroy, le père de Victor, dans un restaurant, échangeant ce qui semblait être une enveloppe. Le message disait seulement « C'est arrivé hier, ils savent que vous enquêtez, ils préparent quelque chose. » Je décidai que j'avais besoin de plus d'aide. J'ai appelé Mathis, l'ami de Léo qui avait fourni la première vidéo, et je lui ai demandé de faire passer le mot parmi ses camarades. Je serais à la réunion du conseil d'administration et j'avais besoin de témoins. Plus il y aura de gens au courant de la vérité, plus il sera difficile de l'étouffer, expliquai-je. Léo observa mes préparatifs avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Tu es sûr de vouloir faire ça, papa? On pourrait juste accepter leur proposition et tout oublier. Je peux étudier tranquillement et ne plus causer de problème. » Je laissai les papiers que j'organisais et m'assis à côté de lui sur le canapé. « Mon fils, ta mère disait toujours qu'il y a des moments dans la vie où nous devons choisir quel genre de personne nous voulons être. C'est un de ces moments. Nous ne pouvons pas faire comme si nous n'avions pas vu ce que nous avons vu. D'autres élèves pourraient en subir la même chose que toi. » Léo acquiesça lentement. « Maman serait fière de toi, » dit-il, la voix étranglée. « De nous deux, » corrigeai-je en le serrant dans mes bras. « Maintenant, aide-moi à réviser ces notes pour la réunion. » Pendant que nous organisions le matériel, je me souvins de la dernière phrase que Jeanne avait dite. « Ce n'est pas de l'éducation. C'est un crime. » C'était exactement ça. Une institution qui devrait protéger et former des jeunes
étaient utilisés pour des jeux de pouvoir et d'argent. Et mon fils avait failli être une victime jetable dans ce système. Je regardais par la fenêtre de l'appartement. La nuit commençait à tomber sur Paris, et les lumières de la ville s'allumaient progressivement. Quelque part dans cette immensité urbaine, Monsieur Lemoine préparait probablement sa présentation triomphale pour le conseil d'administration, sans imaginer que son château de cartes était sur le point de s'effondrer. Demain sera une longue journée, pensais-je en fermant le dossier avec les preuves qui pourraient m'en changer le destin non seulement de Léo, mais de toute une communauté scolaire. Les semaines suivantes furent un tourbillon. L'affaire du collège Saint-Michel déclencha une enquête qui s'étendit à tout le rectorat. L'opération Ardoise propre, comme l'avaient baptisé les enquêteurs, révéla un système impliquant des dizaines d'écoles, 5 entreprises de BTP et plus de 20 millions de détournements. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes, d'autres parents, et même un producteur de documentaires voulant raconter l'histoire. Léo et moi décidâmes de ne donner qu'une seule interview au journal Le Monde, à condition que l'accent soit mis sur le système, et non sur nous. Nous ne voulons pas être des héros, expliquai-je au journaliste, un jeune homme nommé Daniel qui semblait sincèrement intéressé par l'histoire. Nous avons seulement fait ce que n'importe qui ferait pour protéger un enfant et d'autres jeunes d'un système injuste. Le processus de restauration du collège commença presque immédiatement. Le conseil d'administration, désormais dirigé par Madame Martin, une professeure d'histoire chevronnée connue pour son intégrité, entama une révision de tous les cas disciplinaires des 12 derniers mois. Sur les 37 élèves exclus ou invités à se transférer, sous la direction de Lemoine, 29 avaient été victimes de procédures irrégulières. Nous invitons tous ces élèves à revenir s'ils le souhaitent, expliqua Madame Martin lors d'une assemblée avec les parents et les professeurs. Et nous mettons en place un programme de suivi psychopédagogique pour les aider à se réintégrer. Léo fut l'un des premiers à être officiellement réintégré. Son dossier fut entièrement blanchi, et il reçut même une lettre d'excuse formelle signée par le nouveau directeur par intérim, Monsieur Lambert, qui coordonnait auparavant le département des sciences. Le premier jour de son retour en classe, mon fils était nerveux. Et si les autres me traitent différemment, comme un mouchard ou quelque chose comme ça, tu n'as mouchardé personne, répondis-je en conduisant vers le collège. Toi et moi avons simplement montré la vérité, ce n'est jamais mal. À notre grande surprise, Léo fut accueilli par une petite manifestation de soutien. Des dizaines d'élèves avaient peint des pancartes avec des phrases comme « Bienvenue Léo » et « Où la vérité triomphe ». Mathis, l'ami qui nous avait fourni la première vidéo cruciale, était au premier rang. « On est fiers de vous, mec, dit-il en serrant Léo dans ses bras. Tout le monde sait que toi et ton père avez fait tomber les corrompus. Tout ne fut pas rose, bien sûr. Certains élèves, principalement ceux liés aux familles impliquées dans le scandale, regardaient en Léo avec ressentiment. Victor avait été transféré dans un collège privé. Son père, Arnaud Leroy, était en détention provisoire en attente de son procès pour corruption active, fraude au marché public et association de malfaiteurs. Monsieur Lemoine était également en prison. Les enquêtes révélèrent qu'il possédait un patrimoine incompatible avec son salaire de directeur d'école, un duplex dans le Marais, une maison de campagne en Normandie et 3 voitures de luxe, tout acheté au cours des 5 dernières années. Sa défense prétendait que c'était le fruit d'investissements réussis, mais les enquêteurs trouvèrent une comptabilité parallèle sur son ordinateur portable qui racontait une autre histoire. Jeanne, la surveillante qui nous avait aidé avec des informations cruciales, fut promue coordinatrice administrative du collège. Quelqu'un doit s'assurer que les archives et les registres sont tenus en ordre et avec transparence, expliqua-t-elle lorsque je la rencontrai lors d'une réunion de parents. Je ne veux plus jamais voir de documents falsifiés ou d'enregistrements accidentellement effacés. L'histoire de Léo inspira d'autres élèves à parler. De nouveaux récits d'intimidation, de notes modifiées, de professeurs pressés d'approuver des élèves liés aux bonnes familles, tout en faisant redoubler d'autres pour justifier des transferts firent surface. C'était comme si un barrage s'était rompu, libérant des années de silence forcé. Un jour, 2 mois après le retour de Léo en classe, je reçus un appel inattendu. C'était Thomas, le garçon qui avait découvert les documents compromettants
et avait été menacé par le moine. Monsieur Dubois, c'est Thomas. Je voulais vous remercier personnellement pour ce que vous et Léo avez fait. Vous êtes courageux. Nous prîmes un café dans la boulangerie près du collège. Thomas se présenta accompagné de sa mère, une femme à l'air fatiguée qui travaillait comme infirmière dans 2 hôpitaux pour subvenir aux besoins de son fils. Quand Thomas m'a raconté ce qu'il avait découvert, j'ai paniqué, avoua-t-elle, en tripotant nerveusement le sucrier. Je lui ai dit de se taire, de ne pas s'impliquer. J'avais peur de ce qu'il pourrait lui faire. C'était une peur justifiée, répondis-je. Le moine n'aurait pas hésité à nuire à Thomas, s'il avait insisté. Malgré tout, je me sens coupable, continua-t-elle. Si nous avions dénoncé plus tôt, peut-être que votre fils n'aurait pas été expulsé. Ne vous blâmez pas, dis-je en touchant doucement son bras. Vous avez fait ce que vous pensiez être le mieux pour protéger votre fils. N'importe quel parent comprend ça. Thomas, qui était resté silencieux jusqu'alors, prit enfin la parole. Mais maintenant, je n'ai plus peur. Je vais témoigner au procès. Je fais raconter tout ce que j'ai vu, les documents que j'ai trouvés, les menaces que j'ai reçues. Il expliqua que tout en aidant au secrétariat, il avait trouvé un dossier intitulé « Projets de spéciaux ». À l'intérieur se trouvaient des contrats surfacturés, des reçus falsifiés et même une liste de collaborateurs mensuels, des fonctionnaires qui recevaient des pots de vin pour approuver des appels d'offres truqués. J'ai pris des photos de tout avec mon portable avant qu'ils ne s'en rendent compte, dit-il, avec une lueur de fierté dans les yeux. Ensuite, quand le directeur m'a surpris en train de regarder les documents, j'ai essayé d'expliquer que j'organisais simplement des archives. Mais il ne m'a pas cru. La mère de Thomas regarda son fils avec un mélange d'inquiétude et d'admiration. Il a toujours été comme ça, monsieur Dubois. Il ne peut pas voir une injustice sans vouloir faire quelque chose. C'est une qualité rare, répondis-je en pensant que Sophie aurait dit quelque chose de similaire à propos de Léo. Les photos que Thomas avait prises devinrent des pièces maîtresses de l'enquête, avec nos enregistrements et les témoignages d'autres employés, qui eurent enfin le courage de parler. Elles formèrent un dossier irréfutable qui fut remis au ministère public. Le procès de Lemoine, le roi et des autres personnes impliquées dans le système commença 6 mois plus tard. Léo et moi comparûmes à la première audience en tant que témoins à charge. C'était la première fois que mon fils entrait dans un tribunal et il était nerveux, ajustant constamment le col de la chemise que j'avais insisté pour qu'il porte. « Dis juste la vérité, mon fils », conseillai-je pendant que nous attendions dans le couloir. C'est tout ce que nous devons faire. La stratégie de la défense était prévisible. Essayer de discréditer les preuves, prétendre que les enregistrements avaient été obtenus illégalement, suggérer que tout n'était qu'une conspiration de parents mécontents. Mais la quantité de preuves était écrasante. De plus, 3 des accusés mineurs avaient conclu des accords de plaider coupables, révélant des détails que même l'enquête n'avait pas découverts. Le moment le plus difficile fut lorsque l'avocat de Lemoine tenta d'intimider Léo pendant son témoignage. « Vous n'aimiez pas le directeur, n'est-ce pas? Peut-être parce qu'il exigeait de la discipline, quelque chose que les jeunes de votre âge rejettent souvent. » Léo me regarda dans l'audience, puis fixa l'avocat. Je respectais monsieur Lemoine, en tant que directeur. Je n'ai jamais eu de problème avec lui jusqu'au jour où j'ai été injustement expulsé. Ce que je ne respecte pas, c'est quelqu'un qui utilise son pouvoir pour nuire aux étudiants à son propre profit. Un murmure d'approbation parcourut le tribunal. Le juge, M. Paul Moreau, dut demander le silence. Même à distance, je pus voir la fierté dans les yeux du magistrat, comme s'il voyait en mon fils le type de citoyen qu'il espérait aider à former avec ses décisions. Après des semaines d'audience, le verdict fut annoncé. Lemoine fut condamné à 12 ans de prison pour corruption passive, coercition, faux et usage de faux, et association de malfaiteurs. Le roi est reçu 15 ans pour des crimes similaires, aggravés par la valeur des contrats frauduleux. D'autres impliqués reçurent des peines plus légères, certaines converties en travaux d'intérêt général. Le collège Saint-Michel, désormais sous une nouvelle direction, subit une refonte complète. Un conseil d'éthique fut créé, avec la participation de parents, de professeurs et même de représentants des élèves.
Toutes les décisions disciplinaires devinrent collégiales et transparentes. Les caméras de sécurité autrefois utilisées pour intimider devinrent des outils de protection, avec des enregistrements accessibles sur demande formelle de toute partie concernée. Plus important encore, un programme de médiation des conflits fut mis en place, où des élèves comme Léo étaient formés pour aider leurs camarades à résoudre les différends sans violence. Expérience de première main, plaisanta mon fils lorsqu'il fut invité à participer. Un après-midi, près d'un an après le début de toute cette histoire, je trouvais Léo assis à son bureau dans sa chambre, écrivant intensément dans un cahier. « Des devoirs » demandai-je, appuyé contre le chambranle de la porte. « Pas exactement » répondit-il sans lever les yeux. « J'écris sur tout ce qui s'est passé. La prof de français a dit que ça ferait un bon livre. » Je souris, me rappelant que Sophie aimait aussi écrire. Elle tenait des journaux depuis l'adolescence, une habitude qu'elle avait conservée jusqu'à ses derniers jours. Léo avait hérité de ce trait ainsi que de ses yeux expressifs et de son entêtement. « Tu sais ce qui est le plus fou, papa » commenta-t-il, me regardant enfin. Tout a commencé par un mensonge. Ils ont dit que j'avais agressé quelqu'un, alors qu'en fait, je ne faisais que me défendre. Et ce mensonge a fini par révéler une vérité beaucoup plus grande. « C'est comme ça que ça marche parfois, » répondis-je. « Les mensonges ont les jambes courtes, comme ta grand-mère le dit toujours. » Léo ferma son cahier et se leva. Au cours des derniers mois, il avait grandi de près de 10 cm, il serait bientôt plus grand que moi. Mais ce n'était pas seulement physiquement qu'il avait grandi. Il y avait une nouvelle maturité dans ses yeux, une confiance, tranquille, qui vient du fait d'avoir affronté l'injustice et d'avoir vu la vérité prévaloir. « Tu m'as cru quand personne d'autre ne le faisait », dit-il en m'étreignant de manière inattendue. Ça a fait toute la différence. J'eus du mal à déglutir, sentant mes yeux s'embuer. Je pensais à tout ce que nous avions traversé, le désespoir de ce premier appel de l'école, les nuits blanches à enquêter, la peur de ne pas pouvoir prouver la vérité, le courage d'affronter un système corrompu, et maintenant ce moment de paix, de justice rendue. « Je te croirai toujours, mon fils, » répondis-je enfin. « Toujours. » Et dans cette étreinte silencieuse, je sentis que Sophie était avec nous, souriant de ce sourire serein qu'elle avait quand elle savait que quelque chose était exactement comme il devait être.